L'objectif de la régulation hormonale qui intervient dans le contrôle de la fonction des ovaires et des testicules est d'assurer la gamétogenèse, c'est-à-dire produire des gamètes matures mâles, spermatozoïdes ou femelles, ovocytes, capables de réussir la fécondation et le développement d'un embryon. La gamétogenèse est un processus de division qui aboutit à la formation des cellules reproductrices matures, les gamètes. En gros, c'est le passage d'une cellule dite diploïde de N chromosomes en cellule haploïde N chromosomes après une division méiotique. Donc, ces cellules haploïdes, que ça sera des spermatozoïdes matures chez le mâle ou des ovocytes matures chez la femelle. Chez le mâle, la gamétogenèse ou bien la spermatogenèse s'effectue au niveau des tubes séminifères dans les testicules. Les spermatozoïdes se développent au niveau de la paroi des tubes séminifères. Il devient mature et complètement développé au niveau de la lumière du tube séminifère. Ce qu'on va voir ici, au milieu du tube séminifère, on voit des spermatozoïdes déjà prêts avec leurs flagelles dans la lumière d'un tube séminifère. Les cellules de Sertoli, qu'on voit ici en vert, sont des cellules de soutien qui se trouvent à l'intérieur des tubes séminifères avec les cellules germinales. Elles produisent l'oestrogène et une protéine dite ABP, Androgen Binding Protein. Ce sont des protéines qui se lient avec les androgènes, avec le testostérone. Tandis que les cellules de Leydig qu'on voit en jaune se trouvent entre les tubes séminifères. Elles produisent la testostérone. Les cellules de Leydig ont la caractéristique d'avoir des récepteurs ALH. Donc, pour faire la liaison, cellule Leydig, Leydig commence par la lettre L, on va la lier avec l'hormone LH. Ces récepteurs à l'hormone LH interviennent dans la transformation de l'acétate et le cholestérol en testostérone. Alors que les cellules de Sertoli ont des récepteurs FSH et que l'activation de ce récepteur FSH va activer une enzyme aromatase cytochrome P450 en transformant le testostérone produit par les cellules de Leydig en oestrogène. Cet oestrogène qui reste au niveau local pour développer les cellules germinales. Donc elle intervient dans la spermatogenèse. La régulation hormonale au niveau du testicule est contrôlée par la GnRH, qui induit la production de FSH, LH hypophysaire. La FSH, donc on a vu qu'il va cibler les cellules de Sertoli pour développer les cellules germinales grâce à la transformation de la testostérone en oestrogène et la production de la protéine ABP, et l'hormone LH qui va cibler les cellules de Leydig pour produire la testostérone
qui induit un rétrocontrôle négatif sur la production de la gène RH et donc la production de la FSH LH. On va poser une remarque ici. La testostérone dont la nature est stéroïde. Le testostérone il est formé par le cholestérol. Le cholestérol, c'est un acide gras. C'est un alcool qui forme avec des alcools. C'est un alcool qui forme avec des acides gras au niveau de la cellule, des esters. Ce sont des دهنيات. C'est-à-dire le testostérone il ne peut pas circuler dans le sang tout seul. Donc il faut qu'il soit lié avec une protéine. Cette protéine هي la BP اللي تنخدم grâce aux cellules Sertoli pour qu'il puisse circuler dans le sang chez le mâle. Un autre phénomène qui s'appelle la spermiogenèse. C'est une étape importante dans la finition du développement des spermatozoïdes. Elle va donner la forme finale de la spermatozoïde dans cette étape. Chez le taureau, voici des images réelles des spermatozoïdes qu'on peut trouver chez le taureau. Les spermatozoïdes, anatomiquement, est composé en 4 parties. La tête, qui contient l'acrosome, qui c'est un capuche, ou bien c'est une forme de vacuole qui se trouve au niveau de la tête de spermatozoïde, contenant des enzymes. Et la tête contenant aussi le noyau, donc elle comporte des chromosomes soit X, soit Y. La deuxième partie, c'est la pièce intermédiaire. Elle est riche en mitochondries, donc elle est riche en énergie, indispensable pour le mouvement des spermatozoïdes. La troisième et la quatrième partie, c'est la pièce principale et la pièce terminale. Ce sont des pièces indispensables pour le mouvement et le déplacement des spermatozoïdes. Chez la femelle, au contraire que chez le mâle, la production de spermatozoïdes elle est continuelle pendant toute la vie sexuelle du mâle. Chez la femelle, elle a la notion de stock ovarien des ovocytes. Donc, ce stock ovarien, où on appelle la réserve ovarienne en follicule, est qualifié à peu près en 2 millions en 5e mois de la vie fœtale. Ce nombre il va diminuer en permanence entre la naissance et l'âge de 4 ans pour atteindre les 133 000 ovocytes et atteindre finalement les 2500 ovocytes à l'âge de 14 ans, donc à l'âge de réforme. La gamétogenèse chez la femelle est composée d'une ovogenèse qui conduit au développement des ovocytes fécondables et un phénomène de folliculogenèse qui assure la croissance et la maturation des follicules. La particularité chez la femelle, c'est que à la naissance, les ovocytes qu'on trouve sur l'ovaire sont du type 1, sont des ovocytes 1, car la division méiotique est bloquée à l'étape de prophase 1.
Ces ovocytes 1 se trouvent dans des follicules primordiaux jusqu'à la puberté. À la puberté, le follicule primordial se développe pour devenir un follicule de Degraaff contenant un ovocyte 1. Et au moment de l'ovulation, cet ovocyte 1 devient ovocyte 2, bloqué en métaphase 2, avec l'émission du premier globule polaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir de la naissance jusqu'à l'ovulation, toutes les ovocytes qu'on trouve au niveau de l'ovaire sont des ovocytes de type 1. Type 1, ça veut dire que la division méiotique elle est bloquée en prophase 1. À cause ou bien grâce au pic préovulatoire de LH, le pic de LH, ce pic, il va induire l'activation des ovocytes type 1 pour se transformer en ovocytes de type 2 au moment de l'ovulation. À la fécondation, cet ovocyte 2, ovulé et bloqué en métaphase 2, devient ovule ou bien un zygote en continuant la division, car elle était bloquée en métaphase 2, donc elle va continuer en télophase et anaphase 2 pour donner un zygote ou bien un embryon, avec l'émission de la deuxième globule polaire. En même temps, la folliculogenèse est un processus de développement de la taille de follicule. Elle va passer par les étapes de développement suivantes: primordiale, primaire, secondaire, tertiaire ou cavitaire, et en arrivant au follicule mûr ou ce qu'on appelle le follicule de Degraaff. La croissance folliculaire est caractérisée par le développement de plusieurs follicules en même temps. C'est ce qu'on appelle la vague folliculaire. C'est pour aboutir à la formation d'un seul grand follicule dit de Degraaff qui va subir une ovulation. Le reste de ces follicules développés vont être dégénérés par un phénomène qui s'appelle l'atrésie folliculaire. La vague folliculaire est composée de 3 phases. La première phase, c'est une phase de recrutement, R. Elle est caractérisée par le développement et la croissance de 4 à 41 follicules de 3 mm sous l'effet de la FSH. La deuxième phase, c'est la phase de sélection S. Parmi ces follicules recrutés, il y a quelques follicules qui vont être sélectionnés et qui vont être développés pour atteindre la taille de 9 mm. Et la phase de dominance, un seul follicule parmi ces follicules sélectionnés qui va devenir un follicule de Degraaff et qui va passer, qui va avoir une taille de 12 à 15 mm au plus, et les autres follicules vont être dégénérés par atrésie. Donc, chez la vache, on peut voir, elle peut avoir 2 à 3 vagues folliculaires pendant un seul cycle austral. Voici une vache qui a 3 vagues folliculaires pendant un cycle. Vous allez remarquer que lorsque le follicule dominant, donc le grand follicule,
D coïncide avec un taux de progestérone élevé. Le progestérone va bloquer, son rôle va bloquer la GnRH. Donc, il va bloquer la production de FSH-LH. Donc, il n'y aura pas un pic de LH. Ce qui provoque qu'il n'y aura pas une ovulation. Car il n'y a pas un pic de LH. Donc, ce follicule dominant, il ne va pas ovuler. Et il va se diriger vers l'atrésie, ou bien par la dégradation. Alors que le follicule dominant, quand il se trouve au moment où le P4 est en plus bas, là il y aura une ovulation. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le niveau de progestérone. Quand il y a un follicule dominant dans un niveau élevé de progestérone, il n'y aura pas d'ovulation. Une fois le niveau de la progestérone est devenu bas et se coïncide تتزامن معها يكون هذاك الفوليكول دودوغراف كبير, là il y aura une ovulation. Et voici un cycle avec deux vagues folliculaires. Le mécanisme qui explique la dominance, donc le follicule dominant, pourquoi il vient tout seul? Car ce follicule, il va sécréter l'inhibine, qui provoque la chute de FSH, donc pas de développement des restes des follicules, et induit l'augmentation de LH qui va provoquer l'ovulation. Ce follicule dodographe est un grand follicule qui se localise au niveau de l'ovaire. À l'intérieur de ce follicule, on trouve l'ovocyte de type 1. Juste avant l'ovulation, le pic de LH, c'est lui qui va provoquer la transformation de l'ovocyte 1 en ovocyte 2. Et elle sera l'ovulation directe. Donc, une fois l'ovocyte est ovulé, là on est sûr que c'est un ovocyte 2. Le follicule dodographe est composé de l'extérieur à l'intérieur des cellules thécales, ou bien des thèques internes et des thèques externes. Une zona granulosa, ou bien qu'on appelle les cellules de granulosa. Et un liquide folliculaire au milieu de follicule. Des cellules de corona radiata qui entourent l'ovocyte, et du cumulus ophorus qui détient l'ovocyte vers les cellules de granulosa. Et un ovocyte de type 1. Donc les cellules du TEC produisent le testostérone sous l'effet de LH. Les cellules de granulosa vont produire de l'oestrogène à partir de testostérone sous l'effet de FSH. Donc vous voyez, même chez la femelle, il y aura une production de testostérone qui est un hormone masculin. Sauf que ce testostérone reste au niveau local, au niveau de l'ovarien. L'ovocyte dans le follicule est un ovocyte 1, comme on a dit. Une fois ovulé, il devient ovocyte 2. Cet ovocyte est entouré
par le complexe cumulus-ophurus et une zone pellucide qu'on peut la voir brillante sous la loupe. C'est comme le verre, elle brille. L'ovocyte est classifié en 4 classes. La première classe, c'est une classe qu'on qualifie très bonne. On voit le complexe cumulus-ophurus qui entoure l'ovocyte est compact et transparent, avec un cytoplasme ovocytaire homogène. La deuxième classe qui est moins bon, bien moyenne, c'est un ovocyte qui est entouré par un complexe cumulus-ophurus compact et transparent, mais avec un cytoplasme ovocytaire irrégulier. La classe 3, c'est une classe d'un ovocyte mauvais, caractérisé par la présence d'un complexe cumulus-ophurus moins compact, avec un cytoplasme ovocytaire sombre ou bien plus irrégulier. La quatrième classe, c'est une classe d'un ovocyte dégénéré, avec un complexe cumulus-ophurus absent et un cytoplasme ovocytaire sombre et plus irrégulier. Donc après l'ovulation, le follicule vide, qui est composé des cellules de TEC internes et externes et les cellules de granulosa, va se transformer en corps jaune sous l'effet de LH. Et il va commencer à partir d'une semaine, 7 jours, à produire de façon accrue, bien importante, la progestérone. La fécondation. Avant de passer à la fécondation, il y a 2 types d'insémination. Insémination naturelle qu'on appelle l'accouplement, un mâle avec une femelle, ou bien une insémination artificielle. Ces 2 inséminations favorisent la rencontre des 2 gamètes mâles et femelles et réussir la fécondation. La fécondation est donc la fusion des 2 gamètes matures, mâles et femelles, au niveau de l'oviducte, ou ce qu'on appelle la trompe utérine. Le mécanisme de pénétration du spermatozoïde au niveau de l'ovocyte est déjà montré. Cette pénétration du spermatozoïde implique le contact de la tête du spermatozoïde avec la zone pellucide de l'ovule, ce qui implique le déclenchement de la réaction enzymatique de l'acrosome et qui se trouve au niveau de la tête du spermatozoïde, en utilisant des enzymes, en particulier l'enzyme hyaluronidase, neuraminidase et la proacrosine. Ces enzymes vont digérer la membrane de l'ovule pour laisser passer la tête de spermatozoïde. Une fois la tête commence à pénétrer dans la membrane, il y aura une fusion de la membrane plasmique du spermatozoïde avec la membrane plasmique de l'ovocyte. Donc les 2 membranes يتلاقاو تاع السpermatozoïde et la membrane cytoplasmique تاع l'ovocyte.
Et là, on va assister à la pénétration du noyau de spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte, avec la formation d'une membrane très rigide de granules corticaux pour empêcher la polyspermie. C'est-à-dire, une fois la tête, eh bien, le noyau de spermatozoïde entre dans le cytoplasme de l'ovocyte, toutes les portes de pénétration des autres spermatozoïdes est fermée grâce à la membrane des granules corticaux, ou bien la membrane corticale. Voici quelques photos qui montrent le moment de fécondation et la formation des zygotes. Là, au milieu, on trouve les deux noyaux, le noyau mâle et le noyau femelle. Et à droite, il y aura la fusion des deux noyaux et l'expulsion des deux globules polaires qu'on trouve sur le périphérique de cytoplasme ovocytaire, ou bien de l'ovule. Donc l'union de ces deux noyaux, mâle et femelle, ils vont activer l'ovocyte déjà bloqué en métaphase 2. Et elle va continuer sa division méiotique, donc elle a été arrêtée en métaphase 2. Elle va faire l'anaphase 2 et la telophase 2 pour former le zygote grâce au noyau de spermatozoïde. Donc, les deux N chromosomes vont former et il y aura une expulsion de deuxième globule polaire qui signifie que la fécondation est réussie. Après la fécondation en réussite, il y aura la formation d'un embryon. Le développement embryonnaire commence par une phase de division mitotique en deux cellules, ou bien qu'on appelle les deux blastomères, puis 4, 8, 16 et 32 blastomères, pour devenir morula puis blastocyste. Voici les étapes de développement embryonnaire aboutissant à la formation d'un blastocyste G7 ou bien G8 après la fécondation. Donc, il faut mettre dans la tête que les blastocystes sont des embryons qui ont un âge de 7 à 8 jours après la fécondation. Ce blastocyste est formé de plusieurs composants. Le 1, on trouve le bouton embryonnaire, c'est le futur embryon, ou bien qu'on appelle l'embryoblaste. En 2, c'est la zone pellucide. C'est une membrane transparente et forme une couche de protection de l'embryon. 3. Les cellules de trophoblastes qui vont produire ou bien former les annexes embryonnaires par la suite. Et c'est les cellules qui produisent la trophoblastine et l'interféron tau juste avant le J16 au niveau du cycle pour inhiber la production de la PGF2-alpha et protéger le corps jaune pour maintenir la gestation. Et en 4, c'est le liquide embryonnaire, ou bien qu'on l'appelle le blastocelle. Entre J9 et J10, l'embryon va quitter la coque, qui est la zone pellucide.
suite à l'accumulation de fluide dans le blastocèle et à l'aide des enzymes produits par les cellules trophoblastiques, ce qu'on appelle l'éclosion, التفقيس. كيما الفلوس اللي يخرج من البيضة يفقس. Ou bien en anglais il s'appelle hatching. Voilà quelques photos de l'éclosion. Là on voit la zone pellucide et l'embryon en train de sortir de la zone de la coque de la zone pellucide. Là il a complètement, c'est-à-dire presque complètement sorti. Après l'éclosion, ou bien التفقيس, l'embryon perd sa forme sphérique et il va s'allonger pour devenir filamenteux. يرجع كيما الخيط. AG 13. Et cette forme filamenteuse va lui aider à s'occuper de la cavité utérine. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'élongation du blastocyste qui s'effectue entre le 12 et le 12e jour après fécondation. Voici une autre image qui représente la chronologie de la formation du blastocyste lors de l'élongation entre le J12 et le J18. On a déjà vu que vers le J16 du cycle austral, en absence de fécondation, le corps jaune va être dégradé sous l'effet du PGF-alpha produit par l'utérus pour provoquer le retour en cycle. Par contre, une fois que la fécondation soit réussie, là l'embryon va envoyer des signaux embryonnaires appelés interférontaux et la trophoblastine ou bien la trophoblastine qui vont bloquer la production de la PGF-alpha au niveau de l'utérus et donc il n'y aura pas de régression du corps jaune. Et la gestation va être maintenue avec un corps jaune gestatif.